Aujourd'hui, le traitement des eaux usées constitue un enjeu majeur au sein de notre société. En effet, de nombreuses pollutions sont présentes en grande quantité dans ces effluents à cause des activités anthropiques. Nous pouvons citer par exemple les hydrocarbures, les graisses, les sables ou encore les composants azotés comme l'ammoniac. Si ces polluants sont connus et peuvent être traités à l'aide de nombreux procédés aujourd'hui utilisés, ce n'est pas le cas de tous les polluants présents dans l'eau. Or, ils constituent un véritable danger pour l'environnement et la santé publique. En effet, il y a par exemple les PFAS, des chaînes carbonées et fluorées très stables chimiquement, les microplastiques ou encore les particules médicamenteuses. Le 21 octobre 2025, nous avons eu la chance de visiter la station d'épuration de Neuville-sur-Oise en compagnie de Monsieur Grévin. Grâce à cette visite, nous allons pouvoir vous expliquer à travers cette vidéo comment les eaux usées sont aujourd'hui traitées pour limiter l'impact des polluants cités précédemment sur l'environnement. Lorsque l'eau arrive au niveau de la station d'épuration de Neuville-sur-Oise, celle-ci va être pré-traitée, c'est-à-dire que nous allons préparer les effluents au traitement. Cette première partie va se composer de deux étapes bien distinctes, à savoir l'étape du dégrillage, puis l'étape du dessablage-désuilage. Mais avant de vous parler de ces procédés, j'aimerais d'abord vous présenter les postes de relevage, qui jouent un rôle essentiel dans le transport des eaux usées. L'eau, une fois utilisée par les usagers, va parcourir un long chemin avant d'arriver au site de traitement. Or, ce chemin est souvent vallonné. Pour remédier à ce problème, nous utilisons ce que l'on appelle des postes de relevage. L'objectif de ces installations, comme leur nom l'indique, est de relever le niveau de l'eau à des points stratégiques. Ceci est possible grâce à des pompes qui vont permettre aux effluents de s'écouler gravitairement malgré la topographie plus ou moins importante d'un territoire donné. De ce fait, les eaux usées vont passer par des ouvrages de plus en plus imposants en se rapprochant de la steppe, et étant donné le fait que les volumes sont progressivement de plus en plus importants en rejoignant cette dernière. Voici d'ailleurs le poste de relevage de la station de Neuville. Comme tout bon poste de relevage qui se respecte, celui-ci va permettre d'augmenter le niveau de l'eau pour qu'elle puisse s'écouler gravitairement dans les ouvrages en aval. Comme vous pouvez le constater, on remarque 5 vannes, témoignant de la présence de 5 pompes de relevage. Chacune ici a un rôle bien précis à jouer. Effectivement, nous avons deux points d'entrée pour les eaux usées, avec d'abord celle issue du poste du Pointil, mais aussi celle provenant du poste de Neuville. Ainsi, nous avons deux pompes qui fonctionnent successivement pour chacun des points d'entrée. La cinquième, quant à elle, est utilisée au cas où l'une d'entre elles tombe en panne. À ce niveau, les volumes d'eau usée sont colossaux. En effet, la station traite chaque jour pas loin de 43 000 m3 d'effluents, ce qui correspond à 322 000 équivalents habitants. Une fois que l'eau est passée par le poste de relevage, cette dernière est acheminée à l'étape du dégrillage. Ce dispositif a pour objectif de débarrasser les effluents des déchets solides les plus volumineux à l'aide de grilles possédant un entrefer plus ou moins important. Nous pouvons citer, par exemple, le dégrillage grossier avec un entrefer compris entre 100 à 40 mm, le dégrillage moyen avec cette fois un entrefer de 40 à 10 mm et le dégrillage fin entre 10 et 3 mm. Il existe bien des porosités encore moins élevées, mais dans ce cas, nous commençons à parler de tamissage. La très grande majorité du volume de rejet est constituée de lingettes, alors qu'il est interdit de les jeter dans le réseau. Elles génèrent une pollution importante et provoquent de l'usure prématurée sur de nombreux dispositifs. De plus, ces déchets ne peuvent pas être valorisés. Ils sont soit enfouis, soit incinérés. Les effluents, une fois l'étape du dégrillage terminée, vont passer à l'étape du dessablage-désuilage. Le dessablage est un procédé durant lequel on enlève les graviers, sables et particules minérales d'une taille supérieure à 200 microns des eaux usées. L'étape du désuilage, quant à elle,
consiste à enlever cette fois les flottants et graisses solides. Si ces deux processus peuvent être réalisés dans le même ouvrage, c'est grâce aux caractéristiques physiques des polluants traités ici, à savoir les sables, qui coulent ou, autrement dit, sédimentent, alors que les graisses, quant à elles, flottent. De ce fait, ces polluants peuvent être récupérés, à l'aide d'un pont racleur permettant de les stocker séparément. Pour accélérer l'ascension des graisses, de l'air est injecté dans le bassin grâce à des aérateurs. Les flottants sont incinérés et les sables lavés puis enfouis. Grâce à cette étape, les ouvrages utilisés pour les traitements des eaux et des boues en aval ne seront pas usés prématurément par les sables à cause de leur pouvoir corrosif et les graisses ne perturberont pas l'assimilation des molécules polluantes par les bactéries. Ça y est, l'eau est fin prête pour l'étape du traitement. Durant cette partie du long processus de la dépollution des eaux usées, les effluents passent par 3 traitements bien distincts, à savoir le traitement primaire, secondaire et tertiaire. L'objectif ici est d'abattre les polluants carbonés, azotés et phosphatés des eaux usées. Pour mener à bien cette opération, nous faisons appel à des procédés électromécaniques, du même type que ceux utilisés pour le pré-traitement, mais aussi des procédés biologiques qui dépendent des bactéries. Voyons maintenant chaque traitement en détail. Avant de vous expliquer comment fonctionne le traitement primaire, il me faut vous préciser le contexte dans lequel a été construite la station de Neuville-sur-Oise. La première partie fut construite en 1992 à l'ouverture du site. Mais une décennie plus tard, les autorités ont constaté que la Manche était sujette à de l'eutrophisation, c'est-à-dire que des végétaux se développent de manière trop importante à la surface de la mer. Ceci est notamment dû à un apport en azote et en phosphore trop conséquent, car ils constituent une partie de l'alimentation des plantes. Si ces végétaux se propagent trop à la surface, la lumière ne peut plus atteindre aussi aisément l'écosystème se trouvant sous le niveau de la mer. De ce fait, les végétaux submergés meurent, ce qui perturbe la production d'O2. Or, sans dioxygène, les animaux et les bactéries aérobies disparaissent à leur tour et laissant derrière eux un écosystème déséquilibré où les bactéries anaérobies sont les maîtres des lieux. Ainsi, pour remédier à ce problème, la seconde tranche fut construite en 2012 pour optimiser notamment l'abattement de l'azote et du phosphore correspondant grossièrement et respectivement aux traitements secondaires et tertiaires. Quand les eaux usées arrivent au niveau du traitement primaire de la tranche 1, celles-ci vont passer par ce que l'on appelle des bassins d'aération de forte charge, où sont injectés de grandes quantités d'O2 pour saturer le milieu. Ceci permet un développement optimal des populations de bactéries aérobies qui vont consommer et dégrader le carbone et une partie des matières en suspension. Ensuite, l'eau est disposée dans des décanteurs lamelaires où sont ajoutés d'abord du chlorure ferrique, un coagulant qui va permettre de neutraliser les charges, puis un flocculant, autrement dit un polymère, qui a pour rôle cette fois de lier les molécules entre elles. Ces deux réactifs vont permettre de favoriser la décantation des molécules, autrement dit de faire en sorte qu'elles forment des flocs suffisamment lourds pour tomber au fond de l'ouvrage et ainsi être séparées de l'eau traitée. Dans la seconde tranche de l'usine, le principe reste le même, à la différence près que l'on ne fait plus appel à des bactéries cette fois-ci. Que ce soit dans la tranche 1 ou 2, les flocs vont constituer ce que l'on appelle les boues primaires. Si la majorité est redirigée vers les ouvrages en aval pour que les boues soient traitées, une petite partie, environ 10%, est remise en circulation dans le décanteur pour accélérer le processus de flocculation. Finalement, durant le traitement primaire, sont abattus des eaux traitées, le carbone, une partie de la DCO et du phosphore total. Une fois le traitement primaire terminé, les effluents sont acheminés
aux ouvrages permettant de réaliser le traitement secondaire, nommé l'atelier Biostir à la station de Neuville-sur-Oise. Le but ici va être d'abattre l'azote en excès. Comment fait-on? Eh bien, on reproduit à grande échelle ce que fait déjà la nature, le cycle de l'azote. Ceci s'effectue à l'aide de bactéries naturellement présentes dans les eaux usées et de petites billes en polystyrène qui vont leur servir de support. Elles vont s'organiser sous la forme d'un biofilm tout autour de la bille. C'est une structure où les bactéries se développent en culture fixée en fonction de leurs besoins biologiques. À propos de l'oxygène, un gradient entre les bactéries va se former dans le biofilm. Au contact de l'eau usée, nous allons retrouver les bactéries aérobies nitrifiantes qui ont besoin de dioxygène. Et plus les bactéries sont proches du support en polystyrène, moins elles ont besoin d'O2 pour se développer. C'est là où l'on retrouve les bactéries anaérobies dénitrifiantes. Je vous dis tout cela car pour arriver au bout du cycle de l'azote, en transformant l'azote organique en azote atmosphérique, nous avons besoin de ces deux types de bactéries. Pour que les deux puissent travailler de manière optimale ensemble, l'atelier Biostir est constitué de bassins alternant entre les phases d'aération et les phases sans aération. Revenons maintenant à nos eaux usées à traiter. Quand les effluents arrivent au niveau du traitement secondaire, l'azote se trouve en majorité sous la forme d'azote organique ou d'azote ammoniacal. Pour abattre ces molécules, il faut d'abord qu'elles subissent l'étape de la nitrification, qui se déroule en phase aérobie. L'azote organique, pas encore transformé en ammonium, va passer par le processus de l'ammonification. Cette dernière s'effectue à l'aide de bactéries telles que les bacillus ou les pseudomonas. Globalement, les bactéries nitrifiantes sont plus sensibles aux variations de température et se développent bien plus lentement que les bactéries assimilant le carbone. Ensuite, l'ammonium se transforme en nitrite, autrement dit en NO2, puis en nitrate, NO3. Ces réactions se nomment respectivement la nitritation, effectuée grâce à des nitrosobactéries, et la nitratation, réalisée cette fois grâce aux nitrobactéries. Il est important de noter qu'une partie de l'ammonium est aussi assimilée par les bactéries pour leurs propres besoins biologiques, sans que cela n'aboutisse à une molécule de nitrite. La nitrification, une fois terminée, les bactéries anaérobies prennent le relais pour réaliser cette fois le processus de dénitrification au niveau du média support. Elles vont permettre de transformer le nitrate de nouveau en nitrite, puis finalement obtenir de l'azote atmosphérique. Cette étape peut être réalisée par des bactéries comme les acinobactères ou les Maraxella. L'eau traitée passe au niveau de crépine pour éviter que les billes en polystyrène ne s'introduisent dans les ouvrages en aval et finalement se retrouver dans le milieu naturel. Le traitement tertiaire, appelé également le traitement de finition, peut remplir différents objectifs selon les normes établies sur un territoire donné. À Neuville-sur-Oise, la Manche étant un milieu naturel sensible au phénomène d'eutrophisation, le phosphore doit être abattu davantage en passant d'une concentration de 2 mg par litre à 1 mg par litre. Étant donné la très faible quantité de polluants dans les eaux à cette étape du traitement, beaucoup de moyens sont mis en place pour remplir cet objectif. En effet, il a été mis au point un clarificateur à grande vitesse dans lequel on ajoute des polymères et des microsables pour lester les flocs. Ces microsables sont extraits des boues tertiaires à l'aide d'un hydrocyclone. Une fois que les effluents sont passés par cette étape, ils sont finalement relâchés dans le milieu naturel, dans l'Oise. Si l'eau poursuit maintenant son cours dans le milieu naturel, il y a encore du travail de traitement et de valorisation à propos des boues. Lors des 3 étapes de traitement de la file eau, à savoir le traitement primaire, secondaire et tertiaire, nous avons des boues issues de chacune de ces étapes. Ainsi, nous les appelons tout simplement les boues primaires, secondaires et tertiaires. Le but de cette filière est avant tout de réduire le volume de ce produit pour les stocker plus facilement et ainsi limiter le coût de transport pour qu'elles soient valorisées.
Mais, grâce à ces procédés, elles vont aussi pouvoir être hygiénisées, c'est-à-dire que l'on va réduire la concentration de pathogènes dans les boues, mais aussi stabiliser en limitant leur pouvoir fermentescible, régi par la présence de matière organique, ou même réduire leur masse. Voyons maintenant ensemble quels procédés sont utilisés pour réaliser tout ceci. L'épaississement est la première étape du traitement des boues, où elles y sont directement acheminées. Le but de cette étape est de réduire leur volume pour les procéder en aval de la filière en augmentant de 3 à 10% leur siccité, autrement dit leur masse de matière sèche. Pour ce faire, nous allons chercher à réduire leur teneur en eau qui est très élevée. Les boues primaires et tertiaires sont amenées séparément dans des épaississeurs gravitaires. Si les boues vont avoir tendance à rester au fond de l'ouvrage, l'eau va remonter à la surface de la matière grâce à un brassage régulier. Elle va être récupérée et renvoyée en tête de station en raison de sa forte teneur en pollution. Les boues sont régulièrement évacuées également pour qu'elles soient envoyées en digestion. Cela permet également d'éviter qu'elles ne prennent trop en masse. Pour ce qui est des boues secondaires, celles-ci sont envoyées dans un flottateur. C'est notamment à cause de leur teneur en eau qui est très élevée, supérieure à 99%, et de sa composition en particules difficilement décantables. Il est préférable de faire remonter les boues à la surface de l'eau plutôt que de les laisser descendre. Dans ce dispositif, l'eau est oxygénée et pressurisée jusqu'à 6 bars pour faciliter l'ascension de la matière. Les microbules d'air générées par l'aération du milieu vont se fixer aux particules et ce sont elles qui vont les remonter à la surface. Les boues sont ensuite récupérées et envoyées en digestion. La digestion est une étape très intéressante pour produire de l'énergie. En effet, les boues primaires et secondaires épaissies sont riches en matière organique, permettant d'extraire du CH4, autrement dit du méthane. Pour réaliser cette opération, les boues sont soumises à des conditions bien particulières. Effectivement, pour produire du méthane à partir des boues, nous avons besoin de bactéries anaérobies mésophiles. De ce fait, la température est fixée à 35 degrés Celsius avec un pH neutre et un potentiel d'oxydation compris entre -490 et -550 microgrammes. Ce processus se déroule en plusieurs étapes bien distinctes. D'abord, nous avons l'hydrolyse. Celle-ci est réalisée à l'aide de bactéries fermentatives et va consister à transformer les composants organiques en acides gras volatiles, appelés aussi les AGV, tels que l'acide acétique, propionique ou même butyrique. Même si cela reste une minorité, la matière organique peut être aussi transformée en alcool, en dihydrogène ou même en CO2 durant cette étape. Ensuite, l'acidogénèse, réalisée cette fois par des bactéries acidogènes, va produire différents produits comme l'acétate, du H2 ou un peu de CO2 à partir des AGV et de l'éthanol. Enfin, la méthanogénèse va permettre d'aboutir à la production de 70% de méthane et 30% de CO2 à l'aide des substrats élaborés durant les phases précédentes. On l'appelle aussi le processus de gazéification. Ainsi, le CH4 généré est stocké dans un gazomètre et sera utilisé pour générer de l'énergie. Grâce à ce procédé, les boues sont stabilisées et ont même perdu en masse. À Neuville-sur-Oise, l'étape de la déshydratation se fait exclusivement à l'aide de centrifugeuses. Leurs boues, après digestion, sont donc amenées dans ces ouvrages pour réduire de nouveau leur volume et ainsi gagner entre 20 à 30% de siccité en plus. Les particules lourdes sont projetées à la périphérie des machines alors que l'eau reste au centre, participant donc à la séparation de ces deux phases. Ceci fait, elles sont ensuite chaulées pour limiter davantage leur pouvoir fermentescible et elles sont finalement stockées en attendant d'être transportées par un sous-traitant et ainsi être compostées dans un centre spécialisé. Nous allons finir cette vidéo sur le traitement des odeurs. De nombreux procédés génèrent de mauvaises odeurs partout dans les stations d'épuration. Même si à Neuville aucune plainte n'a été relevée à ce sujet, le site est équipé de désodorisation physico-chimique.
les différentes salles sont ventilées pour acheminer l'air dans les tours de désodorisation pour être ensuite lavé à l'aide de réactifs sous la forme de gaz qui vont capter les molécules malodorantes. Pour se débarrasser au maximum des odeurs, 3 tours bien distinctes sont mises à disposition pour effectuer le traitement, à savoir la tour acide, basique et la tour Javel. La tour acide réalise des lavages à base d'acide sulfurique et va capter les composés azotés comme l'ammoniac ou les amines. La tour basique, quant à elle, va permettre d'abattre à l'aide de soude les acides gras volatiles, le chlore, mais aussi les soufrés réduits comme l'hydrogène soufré, les sulfures organiques et même les mercaptans. Enfin, la tour à hypochlorite de sodium, en captant certaines molécules, va réaliser des réactions d'oxydoréduction au lieu de réactions acido-basiques avec les 2 tours précédentes. Cette fois, la javel va permettre d'abattre de nouveau des composés azotés, mais aussi et surtout des soufrés réduits comme l'H2S, qui est très surveillé à cause du danger qu'il représente si sa concentration dans l'air est trop importante. Pour conclure, nous avons vu comment les eaux usées sont traitées au mieux pour limiter leur impact sur la santé publique, mais aussi sur l'environnement. Elles sont soumises à un grand nombre de procédés électromécaniques et biologiques pour répondre aux exigences imposées par l'État pour que notre société soit plus respectueuse de l'environnement et pour tendre au développement durable. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre cet objectif. Si le domaine du traitement de l'eau est assez bien avancé, ce n'est pas le cas de nombreux d'entre eux, comme le transport ou le domaine de l'énergie. C'est donc à nous, à notre échelle, d'agir pour être acteurs de cette transition écologique.